Il est 9h30 sur Sud Radio, évidemment, vous êtes bien à l'écoute. Nous allons parler dans La Vérité en face du problème que rencontrent les policiers, en fait, de plus en plus, du refus d'obtempérer, évidemment. Vous l'avez remarqué peut-être en écoutant, ce n'est pas Jean-François Aquili. Jean-François a un tout petit souci, il va revenir dans quelques minutes, donc c'est Patrick Roger. Je suis joker, en fait, au pied levé, évidemment, pour animer, en fait, cette émission, puisque j'étais là avec vous ce matin, que je suis toujours là. Je suis ravi d'accueillir, en fait, les invités qui sont avec moi. Ce matin, donc, Thierry Clerc, secrétaire général UNSA Police. Bonjour. Bonjour. Et puis Rudy Albina, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Alors, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis les auditeurs au 0826 300 300. Est-ce qu'il faut plus de droits pour les policiers, les gendarmes qui sont confrontés à ce nombre croissant de refus d'obtempérer? Alors, il me semble qu'il y a à peu près en France, chaque jour, entre une cinquantaine et une centaine de refus d'obtempérer. Certaines sources disent que du coup, c'est toutes les 20 minutes. Il y a eu des faits assez dramatiques ces derniers jours. Je pense en fait à ces policiers qui ont été pris dans une course-poursuite à contresens sur le périphérique de Nantes. Ils ont été heurtés. Il y a eu cette policière au pont à côté de Levallois-Perret aussi, qui a été traînée sur une centaine de mètres par quelqu'un qui a refusé d'obtempérer. Est-ce que vraiment, d'où vient en fait cette augmentation, ces 24-25 000 par an, donc avec les chiffres que je donnais en fait tout à l'heure, Thierry Clerc, de ce refus d'obtempérer? D'où ça vient? Pourquoi en fait on en est à ce point-là? Je pense que les causes sont multiples. Branchez-vous bien des micros. Bien sûr, oui, tout à fait. Les causes sont multiples. D'abord, on est sur un chiffre qui est un peu supérieur, c'est à peu près 28 000. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a les refus d'obtempérer, les refus d'obtempérer aggravés, c'est-à-dire ceux qui mettent en cause la vie des personnels de police qui interviennent ou la vie des usagers. Et c'est véritablement le nombre, en fait, d'augmentation de refus d'obtempérer aggravés, véritablement, qui nous inquiète. Cette augmentation, elle est constante depuis un certain nombre d'années. Donc c'est vrai qu'il y a le respect du policier aujourd'hui qui dans la société, sur lequel effectivement il y a un véritable sujet, un véritable problème. Les gens n'obtempèrent plus. C'est vrai qu'on est aussi dans une société où on parle davantage des droits que des devoirs. Et forcément, quand un policier demande à un véhicule d'obtempérer justement et de s'arrêter, je veux dire, on est également dans ce système et dans ce mouvement-là où on a des difficultés à obtempérer, des instructions qui sont données. Alors, il y a différentes causes. Notamment, on peut avoir dans le cas des refus d'obtempérer des personnes par rapport à des défauts d'assurance, des défauts de permis de conduire, mais on peut aussi avoir des gens qui sont porteurs de matières stupéfiantes, des gens qui sont recherchés de façon délictuelle ou par rapport à des crimes. Bref, on a en fait toutes sortes d'individus. Le problème véritablement, c'est quand un policier intervient par rapport à un refus d'obtempérer, il ne connaît pas en fait la raison même du refus d'obtempérer. Ça, c'est un véritable sujet. Il y a une adaptation aussi de nos collègues. On n'est pas des spectateurs, on est des acteurs de la sécurité. Comment est-ce qu'on doit intervenir? Ça, c'est aussi le législateur. Nos gouvernants, effectivement, qui doivent nous donner les moyens de travailler à ce niveau-là. Il y a des moyens matériels. On a notamment le SOPSIC, qui est une ERS notamment, qui peut être utilisée dans le cadre d'intervention. Oui, là, on est dans une situation assez... j'allais dire extrêmement délicate. Quand on utilise la herse, c'est qu'on est on n'est pas sur un petit contrôle en fait de police. Alors, sur le bord de la route. Vous savez, les SOPSIC, ce sont des herses qui font un peu moins d'1 mètre de largeur, qui sont utilisées en fait depuis maintenant quelques années. Mais encore faut-il. Quand je suis contrôlé, je n'ai pas vu de policier en fait. Voilà, ça m'arrive pas souvent, mais enfin ça peut arriver évidemment comme tout le monde. Je vois pas une herse de mise de l'air. On est d'accord, vous n'allez pas sortir la herse systématiquement. Voilà. Quand vous avez des opérations qui sont organisées, effectivement, vous avez un dispositif qui est prévu, des herses qui sont à disposition. Sinon, vous en avez dans les véhicules, mais pour intervenir, et quand vous intervenez sur un véhicule qui s'arrête dans un premier temps, parce que souvent c'est le cas, et puis le véhicule redémarre en trombe, ensuite fait une course folle, ou alors vous avez toutes sortes de situations, des collègues qui vont intervenir parce que vous avez un véhicule qui va commettre une course folle pendant 1 heure et demie dans un quartier, et puis les véhicules interviennent à ce moment-là, et là, la difficulté... Est-ce que moi j'ai cru comprendre, à travers les témoignages de certains policiers, que parfois on disait aux policiers, vous laissez tomber. Vous laissez tomber parce que ça devient en fait trop dangereux, et ça peut être trop dangereux, et il peut y avoir des dérives. On se souvient évidemment de ce qui s'est produit à quelques reprises, notamment l'affaire de Naël, bien sûr.
Il y a un changement de doctrine depuis l'année 2024. À savoir que la prise en charge, c'est-à-dire le suivi en fait du véhicule, est la règle, mais l'adaptation reste donnée aux policiers. Et quoi qu'il en soit, ce qui nous inquiète aussi, c'est que c'est l'agent, c'est le policier effectivement du véhicule, enfin chauffeur du véhicule de police, qui peut être responsable en cas d'accident, notamment commis avec le véhicule de police. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un sujet de formation à la conduite des véhicules rapides pour les policiers. Et puis savoir aussi à un moment donné, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas, tout en sachant que un conducteur... Là, on se pose la question aujourd'hui. Mais toujours. Est-ce que j'interviens pas. Bien sûr, le policier s'interroge toujours. Est-ce que j'interviens ou pas, en fonction du contexte, en fonction de la circulation, en fonction du contexte général, en fait. Ouais. Est-ce que le cadre, maître Rudy Albina, avocat pénaliste au barreau de Paris, est-ce que le cadre est suffisamment clair, d'ailleurs, pour les interventions des policiers, pour les refus d'obtempérer, et puis ensuite, on verra, évidemment, les poursuites quand il y en a? Évidemment. Alors, le cadre, il est suffisamment clair. Hein. Il est régi par l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Il me semble relativement clair. Il y a les situations d'urgence où la vie du policier peut être mise en danger, où il y a l'autorisation d'utiliser les armes à feu. Donc voilà, on est dans la situation la plus urgente. C'est notamment le grand débat qui se pose par rapport à l'affaire Naël. La question qui se posait, c'était effectivement, est-ce que le policier était en danger de mort au moment où Naël avait redémarré le véhicule? Et puis il y a le reste des situations qui peuvent être un peu moins urgentes, un peu moins graves, où il n'y a pas de péril imminent. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, il faut 2 sommations. Et si c'est l'unique possibilité pour les forces de police de pouvoir arrêter la personne, les armes à feu sont autorisées. Donc on a un cadre qui est quand même relativement clair dans ce cadre d'intervention. Alors qu'on m'explique qu'il faut plus de droits, moi je n'ai pas de difficulté à rentrer dans le débat. C'est dans ce cas de quel droit c'est l'une des grandes questions qui est posée. Est-ce qu'il faut plus de droits pour les policiers et les gendarmes qui sont confrontés à ça, quoi? Je veux bien entrer dans ce débat-là, mais dans ce cas-là, de quel droit parle-t-on, puisqu'il me semble que le cadre est, à mon sens, clair et relativement suffisant. Bon, Thierry Clerc, est-ce que il y a un cadre qui est suffisant? Alors, quel droit supplémentaire vous pourriez avoir? En fait, si vous voulez, le tout, c'est d'assumer les choses. L'article L435-1, on a des affaires, dont une affaire célèbre que je ne vais pas citer aujourd'hui, puisqu'elle est en cours d'instruction, sur laquelle, effectivement, des magistrats vont être amenés à se prononcer. Est-ce que le tir est légitime, l'est-il ou pas, en fonction de l'ensemble de la procédure qui est donnée. Donc c'est vrai qu'on a un texte qui nous définit le cas d'usage des armes, notamment dans le cadre du refus d'obtempérer, mais il y a aussi le périple meurtrier qui est repris dans cet article. Et donc ça, je veux dire, c'est aussi la jurisprudence qui va le définir, et peut-être une réécriture du texte qui soit, je dirais, plus appropriée et qui soit plus précise. Mais il y a également le sujet de la formation des policiers, de la formation à la conduite rapide qui existe, mais qui n'est pas aujourd'hui suffisante. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, il y a la conduite rapide. C'est-à-dire que là, vous imaginez tout de suite le scénario de la course-poursuite, quoi. Notamment, mais ça existe. Je veux dire, il y a des stages de formation. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, quand vous avez un véhicule, par exemple, on a connu ça, et on le connaît malheureusement très très souvent, un véhicule de plus de 400 chevaux qui, avec une course folle dans des quartiers, avec des risques d'accidents mortels par rapport à des usagers, par rapport à des piétons, des enfants, enfin bref, par rapport à la population. Comment le policier intervient, en fait, c'est la vraie question. Est-ce que aujourd'hui, politiquement, tout le monde est prêt à assumer une intervention des effectifs de police, coûte que coûte, ou alors est-ce qu'on doit laisser filer? Et à ce moment-là, ça c'est la vraie question qui doit se poser. C'est aussi pas seulement des moyens qui doivent être donnés à la police, mais c'est aussi un débat de société. Quels moyens effectivement on donne à la police? Alors ça, maître Rudy Albina, c'est vrai que c'est plus finalement, j'allais dire moral, politique sur l'intervention, plus que juridique. Bien évidemment. Je pense que c'est beaucoup plus factuel, et je pense que finalement, avec monsieur, on est plus ou moins d'accord sur le principe, c'est-à-dire que le problème qui se pose n'est pas véritablement juridique au sens des dispositions du Code de la sécurité intérieure, mais c'est plus pratique, et c'est un peu comme ça que je l'entends dans votre bouche. C'est un problème effectivement peut-être de formation. Est-ce qu'on a des policiers qui sont amenés à savoir, il me semble que vous m'avez parlé de conduite rapide, savoir être adaptés à ce genre de situation? Là-dessus, je n'ai pas de difficulté. L'application du droit, je ne sais pas, est-ce que peut-être c'est quelque chose... En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce que c'est quelque chose d'application du droit qui vous pose difficulté aujourd'hui par rapport à l'appréciation de cet article, ou pas du tout? Il y a toujours en fait le risque effectivement d'être ensuite poursuivi. Alors d'une part, il y a la responsabilité des policiers. Parce qu'il y a eu des policiers de poursuivis. On parle souvent de l'affaire Naël, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Exactement, tout à fait. Et donc c'est vrai que le policier est responsable. Et donc ça, pour nous, c'est quand même la protection des policiers qui interviennent, qui est véritablement importante. Et derrière tout ça, on a des individus qui, eux, ne respectent rien.
rien, qui n'ont pas de sens des responsabilités, qui vont commettre une course folle, d'ailleurs qu'ils soient poursuivis ou non par un véhicule de police. Et c'est là tout le sujet, parce que combien de fois on entend effectivement la mise en cause d'un véhicule de police finalement qui a poussé à la faute le véhicule qui poursuit sa course folle. Or, on a très souvent des cas où des véhicules commettent du rodéo, des actions totalement insensées, dangereuses pour l'ensemble de la population, et sur lesquelles nos collègues sont amenés à intervenir. Et à ce moment-là, imaginez un équipage de police, comment est-ce qu'on intervient en se disant, malgré tout, on doit avoir le soutien non seulement juridique, mais également de l'ensemble de la société. Oui, alors c'est pour ça que vous réclamez, enfin l'ensemble des policiers réclament plutôt un droit à une présomption de légitime défense. Alors c'est ça. Alors pour l'UNSA Police, c'est une présomption de légitimité de l'usage des armes. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'article L435-1 qui prévoit des cas d'usage de l'arme. Et dans ce cadre, effectivement, c'est le fait que le policier ne soit pas considéré comme un suspect d'entrée de jeu dès lors qu'il y a utilisation de l'arme dans le cadre de cet article L435-1 et qu'il ne soit pas considéré comme un suspect avec un placement en garde à vue, une instruction qui va durer des années. Maître Rudy Albina, ça vous va ou pas ? Pas du tout, comme vous pouvez vous en douter, évidemment. Donc effectivement, il y a cette distinction qu'il y a à faire entre la légitime défense et la présomption de légitimité de l'utilisation de l'arme. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Maintenant, et vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui me pose de grandes difficultés, puisque poser cette présomption de légitimité suppose finalement de renverser un peu la charge de la preuve. C'est-à-dire que ça va être à la personne qui va être victime ou sur qui on aura utilisé l'arme, qui devra apporter des preuves matérielles pour démontrer qu'il était finalement en droit ou que l'arme a mal été utilisée. Alors moi j'entends effectivement qu'il y a des policiers, je pense que c'est la principale raison qui pousse cette proposition. Des policiers qui ont peur de se voir poursuivre, placés en garde à vue, placés en détention provisoire dans le cadre d'une instruction après une mise en examen. Surtout que ce n'est plus un micro-phénomène, quoi. Parce que quand on dit que ça se produit quasiment une fois toutes les demi-heures en France, qu'il y a un refus d'obtempérer... Bien sûr, mais c'est ça, ces chiffres-là aussi qu'il faut mettre en avant. On a 24 000, alors j'ai entendu 28 000 de la part de monsieur, refus d'obtempérer par an. On est quand même dans des situations minimes où il y a des accidents qui sont causés par des refus d'obtempérer, et a fortiori des policiers qui sont poursuivis dans le cadre d'une intervention après un refus d'obtempérer. Donc, parler d'une présomption de légitimité de l'utilisation de l'arme me paraît quand même assez précoce et assez inutile. Au contraire, le cadre légal me semble relativement sain. Aujourd'hui, le policier, encore une fois, est un justiciable comme les autres. On ne peut pas poser une présomption. Ah oui, mais alors, justiciable comme les autres, c'est là où vous n'êtes pas d'accord, mais nous, il ne s'agit pas de changer, de modifier les cas d'usage des armes. C'est simplement la protection du policier qui va faire usage de son arme dans un cadre défini par la loi et par les textes réglementaires. C'est dans ce cadre-là qu'en fait, il ne s'agit pas d'inverser la charge de la preuve. Dès lors que le policier intervient dans un cadre qui est prévu par la loi et par les textes, qu'il ne soit pas considéré comme un suspect avec un placement en garde à vue, une mise en examen qui va durer des années, qui va ruiner sa carrière, c'est là le vrai sujet. Et en fait, il ne s'agit pas de s'exonérer des textes, des lois, des règlements et d'avoir un permis de tuer, loin de là. C'est pas du tout l'idée du sujet. Et l'idée du sujet, c'est véritablement une présomption de légitimité de l'usage des armes prévu dans le cadre de l'article L435. Jusqu'où aller donc face au refus d'obtempérer? On continue d'en parler évidemment sur Sud Radio. Vous pouvez réagir 0826 300 300 avec Thierry Clerc, du secrétaire général d'UNSA Police, et maître Rudy Albina, avocat pénaliste au barreau de Paris, et avec Jean-François Aquili dans un instant. On aimerait évidemment vous entendre. Vous pouvez témoigner, réagir, proposer des solutions. 0826 300 300. Vous le savez, la parole est à vous sur Sud Radio, évidemment. 9h-10h, Sud Radio, le grand matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Avec nos deux invités, je suis de retour, donc merci Patrick Roger. Nos deux invités, Thierry Clerc, secrétaire général de l'UNSA Police, et maître Rudy Albina, avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous avez, avec Patrick, largement déjà évoqué ces refus d'obtempérer pour lesquels il faut trouver une solution. Cette augmentation nationale année après année pose problème. J'ai envie de vous poser une question qui n'est pas d'ordre sociologique, mais presque. Thierry Clerc, je commence par vous. Qu'est-ce qui change dans le pays? Qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là aujourd'hui, selon vous? Moi, je parlerai notamment pour les policiers que je représente. C'est vrai que le statut social du policier a régressé au fil des années. Pas seulement celui du policier, celui de l'élu, de l'instituteur, du professeur, mais le policier. On a des magistrats aujourd'hui qui sont également agressés. Donc véritablement,
y a une régression. Le déni de l'autorité. C'est un déni de l'autorité, c'est une régression du statut social, du respect qui est dû à notre fonction. Et je veux dire, on est quand même une institution, qu'en disent certains, et je veux dire, c'est vrai que certains partis politiques, pour ne pas les citer, les filles, je veux dire, rentrent systématiquement dans des discours clivants sur lesquels, effectivement, la police tue, la police assassine. La police tue, vous pensez que ce slogan répété désinhibe certains sur le terrain? Mais quelque part, il influence. Forcément, il a une influence quand vous répétez des dizaines et des dizaines de fois ces slogans, quand vous remettez en cause et quand vous diffusez sur les réseaux sociaux des images qui sortent de tout contexte, qui sont séquencées uniquement sur des passages où on va voir une action d'un policier qui va agir en utilisant la force. On ne sait pas si elle est légitime ou pas, parce qu'on voit qu'à un moment du passage, que ces passages-là sur les réseaux vont être réitérés pendant des centaines de milliers de fois. Forcément, il y a un impact. Et dans notre société aussi, je pense que véritablement, le policier, au fil des années, a perdu de son statut social, il a régressé. Voilà, regardez, dans les années 70, encore début 80, un policier pouvait rentrer en tenue panachée à son domicile après son service. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, on a même une instruction de l'IGPN, enfin une note indicative, qui précise qu'on déconseille fortement aux policiers de rentrer en tenue panachée. De façon à ne pas être, ne pas être reconnu. C'est-à-dire qu'un policier qui est en tenue d'uniforme, quand il rentre chez lui, il y a quelques années, une vingtaine d'années à peu près, rentrait. On a même des policiers qui, dans les années 70, rentraient en tenue au domicile. Et là, on avait des policiers qui rentraient en mettant simplement un blouson civil sur leur tenue. Là, aujourd'hui, c'est fortement déconseillé, c'est même prescrit de ne pas... Parce qu'ils se font agresser dans les transports. Parce que dès lors qu'ils sont identifiés comme policiers, ils peuvent se faire agresser, et on a eu énormément quand même de sujets là-dessus. Maître Rudy Albina, qu'est-ce que vous répondez à Thierry Clerc? Changement de société, vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'on entend par changement de société? Est-ce que quelque chose c'est peut-être produit depuis des années? Est-ce qu'on a changé de paradigme par rapport à la prise en compte, effectivement, de ce qui se passe par rapport au refus d'obtempérer, la considération des policiers? C'est ça la question? Est-ce qu'il y a plus de violence dans la société? Est-ce qu'il y a plus de violence, tout simplement, dans la société? Je ne pense pas qu'il y ait plus de violence, je pense qu'il y a une meilleure prise en compte. Il y a un meilleur chiffrage, finalement. C'est un peu le sentiment que tout cela me donne, et par ailleurs c'est vérifié et documenté. Qu'il s'agisse de refus d'obtempérer, puisque c'était notre sujet de base, la prise en compte des violences policières, par exemple, avec récemment ce qui s'est passé dans le 20e, ou ce qui s'est passé notamment par rapport à Naël, finalement c'est un peu l'essor des réseaux sociaux, l'essor des vidéos, c'est l'essor de la prise en compte de tout ce qui a pu se passer dans le passé, qui permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure prise en compte. Et finalement c'est un peu ce débat-là qu'on peut situer au niveau des violences. On peut raisonner rhétoriquement de la même façon, en se disant, est-ce qu'il y a plus de violence, est-ce qu'il y a plus de policiers qui utilisent leur arme de façon un peu illégitime? Est-ce qu'il y a plus de policiers qui subissent des violences qu'avant? Moi, ce n'est pas le sentiment. J'ai juste l'impression qu'on a une meilleure prise en compte et une conscience qui est plus accrue. Aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que tout cela me donne. Mais c'est vrai, quand on parle d'utilisation, quand on parle d'utilisation d'armes, notamment, quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas plus d'utilisation d'armes. Et pour autant, les textes ont évolué depuis 2017. Et par contre, on a quotidiennement nos collègues qui font des sorties d'armes. De leur étui, parce qu'ils interviennent sur des situations qui peuvent être dangereuses et sur lesquelles il y a une protection qui est demandée. Et quand vous intervenez sur un cambriolage, sur une mission périlleuse, je veux dire, vous faites une sortie d'armes. Donc il y a des centaines de milliers de sorties d'armes. Par contre, des utilisations d'armes, on est vraiment sur un chiffre très restreint, qui est de l'ordre de 150, 200 à peu près sorties d'armes annuelles. Vous avez évoqué tous les deux avec Patrick Roger l'étape suivante. Il y a le refus d'obtempérer, puis ensuite il y a la course-poursuite qui met en danger la vie de notamment des automobilistes qui sont autour, des piétons. Et il y a ce phénomène auquel nous assistons aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent de là-bas, finalement. Et vous avez vu ce qu'ils utilisent, certaines polices américaines, ce grappler, c'est ce système dont les policiers sont équipés, pas tous, une barre métallique qui projette un filet autour de la roue arrière de la voiture qui est prise en chasse et qui permet de la stopper net et au fond de ne mettre aucune vie en péril en réalité. C'est très efficace. Est-ce que vous pensez, Thierry Clerc, que nous allons aller vers une forme ce n'est pas de la militarisation, mais on va dire, d'augmentation des moyens, peut-être plus techniques, pour essayer de réduire le risque pour tout le monde?
Déjà, on a, par exemple... Ça n'existe pas en France. Non, ce système n'existe pas en France. Et qui a l'air du tout. efficace, hein. Alors, qui a l'air efficace. Après, il faut vraiment une formation... Vous disiez, très particulière. Il faut plus de formation. Bien sûr, il faut de la formation là-dessus. Mais par exemple, on a des outils comme on a connu les herses classiques il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les petites herses, les stop-sticks, qui par exemple sont des barres qui sont pourvues de pointes métalliques qui vont percer, qui vont se loger en fait dans les pneumatiques et qui vont ne pas faire éclater les pneus, mais qui vont dégonfler très rapidement en fait les pneus. Donc ça veut dire que déjà, on a un premier outil, mais qui peut pas être utilisé. On l'a vu récemment systématiquement quand vous sortez du véhicule de police, déjà faut-il en avoir un à disposition dans le véhicule, et puis en plus si vous en avez un à disposition, faut-il que sur l'intervention que vous allez commettre, forcément si vous avez un stop-stick dans la main gauche en intervenant, et si vous êtes 2 ou 3 fonctionnaires, combien est-ce que vous intervenez, quelle est la situation, bref. Mais par exemple ça c'est un outil qui est qu'on n'avait pas il y a une quinzaine d'années, qui est quelque chose de nouveau dont la police nationale aujourd'hui est dotée, je dirais pas suffisamment aujourd'hui, et puis malgré tout qui a aussi ses limites, parce que quelquefois malgré tout le système ne se déclenche pas forcément. Sur la question de la formation des moyens, Maître Rudy Albina, il y a le sujet qui est récurrent, hein, celui de la réponse judiciaire. On entend souvent dire, d'ailleurs il y a eu une mobilisation des forces de police, enfin, des syndicats de police ce week-end pour dire nous manquons de moyens, mais aussi que la réponse n'est pas forcément adaptée. Les peines encourues sont-elles suffisamment dissuasives pour ce type de violence? On parle des refus d'obtempérer. Eh bien, vous savez, ça rentre dans un débat, et sans citer du Beccaria, puisqu'on n'a pas le temps pour ça, mais effectivement, la question qui se pose est est-ce qu'une peine forte est une peine dissuasive? Encore aujourd'hui, les questions se posent, et la réponse pour la plupart de mes confrères, en tout cas, qui ont l'habitude de pouvoir traîner dans les comparaisons immédiates et qui ont des refus d'obtempérer un peu tous les jours, la réponse est non. Effectivement, une peine forte n'est pas forcément une peine dissuasive. Alors maintenant, il y a le risque encouru. Nous savons que pour le refus d'obtempérer, il y a effectivement la possibilité de pouvoir retirer le permis, dès lors qu'un refus d'obtempérer est effectivement effectué. Maintenant, la réponse pénale apportée au refus d'obtempérer doit tout de même être remise aussi dans le contexte d'autres infractions qui peuvent aussi paraître plus graves. On peut entendre que l'infraction de refus d'obtempérer peut mettre en péril des vies. Maintenant, est-ce que la réponse pénale est adaptée? On ne va pas forcément apporter une peine d'emprisonnement ferme systématiquement à chaque refus d'obtempérer. Non, c'est en fonction de chaque affaire. Hein, en fonction de chaque affaire. Oui. Alors j'entends qu'aujourd'hui cela puisse être très clivant, a fortiori pour les forces de police, d'entendre et de se dire, alors nous on risque nos vies sur le terrain lorsqu'un refus d'obtempérer est commis, et lorsqu'on arrive finalement à arrêter la personne, eh bien la personne n'est jamais placée en détention. Alors déjà c'est faux, parce que il y a quand même une réponse pénale que je considérerais être depuis 2-3 ans tout de même un peu plus grande et un peu plus sévère, mais on ne peut pas systématiquement, parce que la vie des policiers est effectivement en jeu dans ce genre d'intervention, et je ne le nie pas, avoir une réponse pénale ferme, systématique. Thierry Clair, là-dessus, les magistrats ou la justice pas assez sévères? Je dirais la justice, pas suffisamment de moyens. En fait, c'est la réponse pénale notamment. C'est fou, hein, c'est toujours la question des moyens, tous azimuts, hein, partout. Très souvent, mais je veux dire, voilà, la réponse pénale, en fait, c'est pas seulement avec des sanctions. C'est pas langue de bois ce que vous nous faites comme réponse. Hein. Non, pas du tout. Non, mais notamment presque solidaire, je dirais. Bien sûr, je pense que la réponse pénale, elle doit s'appliquer dès le départ, dès les premiers mouvements de délinquance qui sont exécutés par des individus. Et c'est là que la réponse pénale, elle va correspondre à quelque chose ou pas. Vous savez, quelquefois, souvent, la seule punition, c'est le moment de la garde à vue pour un individu, parce que finalement, par rapport à une injonction qui lui est de dire bon maintenant il faut pas recommencer, ça c'est important véritablement qu'on se penche sur la réponse pénale, sur les délits mineurs, mais dès le départ, parce que la réponse pénale, je veux dire, c'est une intervention, une réaction de l'État, que vous soyez sur un outrage par rapport à un agent, sur une rébellion, il faut montrer qu'à un moment donné, un policier, un agent de la force publique, on n'y touche pas, ou alors on écope véritablement d'une sanction qui soit forte. Et ça, c'est dès le départ qu'on doit le faire. On ne doit pas attendre d'avoir des refus d'obtempérer, des choses qui finalement, parce que ces individus, ces jeunes délinquants, ces jeunes personnes qui vont rentrer dans la délinquance, au fil du temps, je veux dire, vont franchir des étapes, et le sentiment d'impunité, je veux dire, il va rentrer dans leur tête. Et c'est ça. Si la réponse est concrète très tôt, on aura moins un bout de la chaîne de refus d'obtempérer. Sur les premiers délits qui sont commis. Vous êtes d'accord avec ça, Maître Rudy Albina?
À la question, est-ce qu'une peine dissuasive tôt permettrait de changer le paradigme? Une réponse judiciaire peut-être plus adaptée, ou alors on peut parler de garde à vue, peut-être de prise de conscience, de alors, il y a quand même plusieurs éléments dans ce que dit Monsieur Clerc. Dans un premier temps, vous parliez de la garde à vue. Pardon. Nous allons conclure, allez-y. Oui, pardon, très rapidement. Alors, vous parlez effectivement de la garde à vue, qui effectivement la peine, on peut appeler ça une peine, évidemment c'est pas une peine, c'est pas une peine, mais elle apparaît comme une peine. Voilà, qui effectivement c'est quelque chose qui peut être un peu dissuasif dans l'idée. Ça, là-dessus, je n'ai pas de grande difficulté à l'entendre. Maintenant, je vous ai entendu surtout parler de la rébellion, de l'outrage à agent, qu'il faut une réponse pénale qui est quand même assez ferme. Et vraiment très rapidement, effectivement, pour conclure, moi j'ai quand même le sentiment que la parole des policiers dans ce genre d'affaires est quand même beaucoup plus pris en compte que la parole du justiciable. Alors, est-ce qu'une réponse pénale n'est pas assez ferme? Notre avis sera divergent là-dessus, mais il me semble que nous sommes tout de même dans une situation juridique et judiciaire favorable là-dessus. Quelque chose me dit, messieurs, que vous reviendrez, parce que ce débat, évidemment, va se reposer très rapidement. Merci à vous, Maître Rudy Albina, avocat pénaliste au barreau de Paris, et Thierry Clerc, secrétaire général de l'UNSA Police. Merci pour ce regard et ces éclairages sur ce phénomène qui va croissant. Et bonjour, Gilles Wangsman. Oui, bienvenue avec Valérie. Oui. Dans un instant, c'est mettez-vous d'accord. On va revenir, nous aussi, vous voyez, ça va revenir encore plus vite que vous l'imaginez sur les refus d'obtempérer. Plus de 11% en un an. Nos auditeurs peuvent réagir évidemment sur nos réseaux et au 0826 300 300. On parlera aussi de ces Français qui veulent un patron à la présidence de la France, patron à l'Élysée. Et puis on parlera des cantines scolaires ou de la restauration collective. On ne peut pas dire que la qualité soit au rendez-vous. Et puis on va démarrer avec évidemment l'arrêt de 60 millions de consommateurs qui étaient là depuis des années pour guider les consommateurs dans leur choix. Mais le budget est passé et dans le budget, il n'y a plus 60 millions de consommateurs. Merci, bonne émission à tous les deux.